Comme dans le tutoriel précédent où on faisait une version simplifiée, on va commencer ce tutoriel par un dessin, donc le même dessin, par dessiner un personnage en 2D, un personnage humanoïde que j'ai appelé Avi comme avatar, et Avi tribal, parce qu'il a un côté un peu punk tribal New Age. Et ce personnage, donc, je le dessine dans Photoshop avec la symétrie activée, de façon à dessiner une image, un personnage, un avatar parfaitement symétrique. C'est important de respecter une symétrie quasi parfaite lorsqu'on va riguer le personnage dans Mixamo, le logiciel de rigging de Adobe. Une fois terminé, je vais sauvegarder à la fois un master en format Photoshop, PSD, et l'image en PNG. Alors ici, une autre façon de générer notre avatar tribal en relief, un peu plus élaboré que la précédente où on se contentait de plaquer une texture sur un volume. Là, on va générer le volume à partir du profil, de la silhouette du personnage, en utilisant Adobe Illustrator, ce qui crée un véritable relief. Vous voyez, le personnage a une épaisseur, et donc on va le faire en utilisant Adobe Illustrator. Alors, pour que on aille vite dans le tutoriel, je vais supprimer les ouvertures, les trous que j'avais fait dans le dessin précédent. Non pas que cela ne soit pas possible d'avoir des trous, mais c'est un peu plus laborieux, et donc ça prend un peu plus de temps. Donc là, j'ai rempli les trous avec de la couleur verte, de façon à avoir une silhouette uniforme, on va dire. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de trous. Et alors, l'autre chose importante, là, dans cette fabrication, dans cette modélisation, c'est qu'on va créer des repères autour du cadre. J'ai dessiné le personnage dans une proportion carrée, ça simplifie un peu la vie. Et là, vous voyez, en utilisant la procédure de contour de Adobe Photoshop, qui est dans la fonction image, j'ai généré un contour rouge tout autour du cadre, tout autour de l'image, et on va juste extraire, on va juste garder des petits repères sur chaque côté, de façon à ce qu'on puisse plaquer la texture correctement lorsqu'on va sur le volume qu'on va générer. Alors je le sauve en PNG, et on va récupérer ce PNG dans Adobe Illustrator. Alors, dans Adobe Illustrator, je vais ouvrir mon PNG que nous avons créé précédemment, et je vais tout de suite verrouiller et dupliquer ce calque-là par sécurité. Le but étant d'extraire la silhouette en courbe de Bézier du personnage pour générer un volume dans Cinema 4D. Je vais donc, à travers le menu Objet, vectoriser l'image. Voilà. En vectorisant l'image, je vais obtenir en fait des courbes de Bézier. Le logiciel va transformer en courbe de Bézier la plupart des éléments graphiques qu'il va identifier. Alors je duplique et je verrouille ce calque par sécurité. Et là maintenant, on va déjà supprimer les repères. On va identifier les 4 petits repères qu'on a créés tout à l'heure, on y reviendra après. Je les enlève pour faciliter en fait la vectorisation principale. En mode sélection directe, je sélectionne la totalité des courbes de Bézier qui ont été vectorisées, et avec le menu du Pathfinder, je choisis de les réunir pour ne former qu'une seule courbe de Bézier, et en fait il m'a immédiatement généré la silhouette en fait du personnage. Je vérifie juste qu'elle est bien positive, qu'elle est dans le bon sens, si je puis dire. Et voilà, en affichant le tracé, on voit qu'elle a l'air totalement correcte et cohérente. Alors je vais récupérer les petits repères, donc je reviens sur le calque précédent, et en mode sélection directe, je vais copier en fait les 4 petits repères
pour les remettre, hein, les recoller sur l'image principale. Voilà, donc une fois les repères ajustés sur l'image, je vérifie qu'elle est cohérente, hein, que j'ai bien en nombre chinoise la totalité de mes éléments. Alors, vérification que ma silhouette est complète avec ces petits repères, et je supprime les calques qui ne sont pas nécessaires, de façon à éviter que des projets soient exportés, enfin des images non nécessaires soient exportées. On va enregistrer en format, on va faire l'enregistrement sous Illustrator. Je le nomme toujours dans une logique d'informer correctement toutes ces étapes, et c'est dans la deuxième fenêtre de l'enregistrement que on va choisir d'enregistrer en Illustrator 8. En effet, Cinema 4D ne reconnaît pas les fichiers postérieurs à Illustrator 8. Voilà, donc le fichier vient d'être exporté dans un format reconnaissable par Cinema 4D. Donc je vais ouvrir Cinema 4D. Et je vais immédiatement enregistrer le fichier encore vierge dans le dossier où se trouvent tous mes médias. Une fois le fichier enregistré, je vais faire merge project, c'est-à-dire je vais charger la spline Illustrator qu'on a créé précédemment pour l'importer dans le projet actuel. Hein. Donc je vais chercher ma spline qu'on vient de réaliser avec Adobe Illustrator. Et la voici. Hein, donc, on peut zoomer, je zoome sur l'image. Alors, soit je déplace ma fenêtre avec les petits icônes qui sont en haut à droite de la fenêtre, soit j'appuie sur Alt. Hein, c'est-à-dire que le second clavier, et le second clavier me permet de tourner autour de l'objet, et si je fais un clic droit sur la souris en même temps que j'appuie sur Alt, je peux zoomer dans la fenêtre de travail. Ce qui revient au même que de cliquer sur les petits icônes, vous voyez, qui sont ici en haut de la fenêtre de travail. Alors, on ouvre ce que je viens d'apporter, hein, c'est-à-dire notre spline Adobe Illustrator, et on s'aperçoit qu'il l'a décomposé en plein de petites splines. Alors, ce qu'on va faire, c'est dans l'objet Outils, Tools, on va faire une conversion, c'est-à-dire on va connecter toutes ces splines, hein, tous ces fichiers, tous ces objets vectoriels en un seul objet et en supprimant l'ancien. Donc là, j'ai une seule spline, une seule découpe vectorielle, et puis je la sors pour simplifier l'ergonomie, la visu. Je la sors de son conteneur, de son objet nul, pour la voir toute seule à l'écran. Donc là, vous voyez, j'ai la spline. Alors on peut la regarder en mode, justement, en mode vectoriel, c'est-à-dire je mets en mode point dans ce menu. C'est le mode qui permet de voir les points. Et là, vous voyez, si je fais une sélection complète, on voit tous les vecteurs de la forme qu'on a créée, qu'on vient de fabriquer dans Illustrator et d'importer dans Unity. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va l'extruder. Alors pour l'extruder, soit on va chercher directement dans cette série d'icônes l'objet d'extrusion, hein, le tag d'extrusion, enfin c'est l'objet plutôt, la fonction d'extrusion, soit je vais la récupérer ici dans Générateur, dans le menu Create Generator, et là je dois avoir l'extrusion disponible, oui elle est là. Voilà, donc j'ai Extrude, hein, qui va nous faire une extrusion. Donc ça me crée un objet Extrude dans l'arborescence des objets de la scène, et je vais poser, ça c'est la logique de fonctionnement, c'est l'ergonomie de Cinema 4D, je vais poser mon path, ma spline, à l'intérieur de l'objet extrusion, qui immédiatement me fabrique un volume par extrusion, dont il utilise la spline comme contour. Alors on va juste l'ajuster parce que par défaut il est à peu près à 1 mètre de profondeur. Donc on va chercher où il a caché dans les attributs, dans les attributs de l'objet extrude. Voilà, c'est dans le mode objet. Il est à 100 cm, 1 mètre de distance. Donc on peut modifier cette valeur soit avec le curseur, soit en tapant une valeur numérique de 1 cm. Voilà, 1 cm, ça suffit amplement
pour notre projet. Donc là, j'ai déjà un volume qui apparaît. Alors vous constatez que ce volume, je n'ai pas de polygone, je n'ai de polygone que sur la tranche. Alors on va voir pourquoi. N'oubliez pas de vous mettre en mode display sur l'écran. Par défaut, vous êtes en mode display, un mode display qui n'affiche pas les polygones. Donc si vous êtes, par exemple, vous pouvez vous mettre en Guru Shading plus Line. Donc là, vous voyez les polygones apparaître, ici sur la tranche. Vous pouvez choisir soit le mode avec la lumière, les effets de lumière, ou alors un quick shading qui va un peu plus vite dans l'affichage. Donc là, vous constatez donc qu'il m'a créé plein de polygones déjà sur la tranche. Ces polygones sont déterminés par la spline, qui est en dessous, et on peut déjà, vous voyez, si on agit sur sa façon, son type de spline, là c'est une courbe de Bézier, si on augmente, paradoxalement, si on augmente l'angle, on va réduire le nombre de polygones. Si on augmente l'interpolation, vous voyez, j'augmente l'interpolation de la spline, l'interpolation de la courbe de Bézier, et ça génère ou réduit le nombre de polygones. Donc le mieux, c'est d'avoir le moins de polygones possible. Donc dans ce type de manipulation, il vaut mieux travailler en le plus proche du low polygone, comme on dit, un low poly. Moins de polygones et mieux c'est, sans trop détruire la forme. Il faut chercher juste la limite de destruction de la lisibilité de la forme. Alors, on n'a pas de, vous voyez qu'il n'y a pas de polygones sur les faces. Et ça, c'est normal. Si vous regardez les caps, les capots, les couvercles de l'objet, dans les attributs, vous voyez qu'on est en N-gones. Alors les N-gones, c'est un peu un faux ami, donc vous devez déjà sélectionner un mode pour visualiser en fait les polygones générés. Donc là en triangle, mais les triangles c'est pas bon. Triangle et quadrangle en fait c'est pas bon parce que les triangles ne se plient pas bien. C'est-à-dire les triangles ça va si on fait une maison par exemple, un objet qui ne va pas avoir de flexibilité. Et je vous conseille d'utiliser plutôt le mode Delaunay, le mode pour générer des polygones, vous voyez, un peu à la façon du peintre Delaunay. Il me génère plein de petits triangles. Alors ça, on peut le régler aussi. Il vaut mieux lui demander de plutôt générer des quadrangles, parce que les quadrangles, en fait, réagissent mieux à la flexion que les triangles. Donc là, vous voyez, il me fabrique plein de petits quadrangles qui deviennent de plus en plus petits dès qu'il faut définir des formes un peu complexes. On peut, alors je vous remontre, donc je vous rappelle que si vous ajustez la valeur d'angle de la courbe de Bézier, vous pouvez augmenter ou réduire le nombre de polygones. Alors là, vous voyez, c'est assez spectaculaire, puisqu'on voit que le mode Delaunay s'ajuste de façon à être cohérent sur les nombres de polygones sur les tranches. Donc là, pareil, on choisit un mode, voilà, ça c'est pas mal. On n'a pas trop de polygones et le maillage, on appelle ça le maillage, a l'air assez cohérent et assez intéressant. Donc là, une fois qu'on a déterminé on a généré notre forme, en fait, on vient de générer notre mesh ou objet maillé par extrusion. Comme le gestionnaire de matériaux n'est pas affiché par défaut, vous devez afficher dans CKD25 la fenêtre le Material Manager. La gestion des matériaux n'est pas affichée par défaut. Et donc, vous devez l'afficher dans le menu Windows. Et on va créer, dans Create, un nouveau matériau. Qui par défaut s'appelle Matte, il crée un matériau blanc, et on va déjà lui changer son nom. C'est important, c'est important que vous preniez le temps de changer le nom des objets, de leur donner des noms cohérents. Donc on va l'appeler, pour être cohérent, du nom AVI Tribal, parce qu'en fait, après, dans les exportations, ces noms, les noms des textures, les noms des mèches, etc., jouent un rôle déterminant. Donc on va, dans le canal de couleur, on va lui affecter la texture qu'on a créée à l'instant, juste avant, la texture en PNG avec les bords noirs. On a fabriqué la texture et on lui a mis un fond noir et non pas transparent, de façon à ce que la tranche devienne opaque. Voilà, donc là je viens de l'importer. Je viens d'apporter la texture PNG sur fond noir, donc qui n'est pas transparente, dans le canal de couleur. Et on va tout simplement prendre la texture, le matériau qui est là, et le poser sur l'objet, extrude. Voilà, donc on a généré un tag, ce qu'on appelle dans CIMACAD un tag, qui est le tag de la texture. Alors là, on a du pot,
parce que CKD25 est un poil plus performant que les versions précédentes, et il a automatiquement bien calé la texture en UVW, hein, dans la cartographie UVW sur l'image. Il peut vous arriver que ça ne marche pas, et il peut vous arriver de vous retrouver dans cette situation-là. Je vais vous montrer, on va se mettre en projection planaire pour le tag, au lieu d'être en UVW map. Et là, vous voyez, oui, il peut vous arriver que la texture soit mal foutue, c'est-à-dire se projette de façon un peu bizarre sur l'objet. Alors, pour rectifier ce problème-là, vous mettez ici dans le mode texture, hein, d'ajustement de la texture dans le menu. Dans les menus, vous mettez en mode d'ajustement. Alors, vous pouvez zoomer ou la dézoomer ou la déplacer manuellement, ce qui est assez laborieux aussi pour se caler. Mais il y a une façon beaucoup plus rapide et simple de l'ajuster. Et ça sera grâce au petit repère rouge qu'on a mis sur les côtés. Vous allez dans le tag et vous allez faire Fit to Object. Dans les menus tag, hein, vous sélectionnez la texture et vous faites Fit to Object. Et automatiquement, la texture va, grâce au petit carré rouge qu'on a mis sur les côtés, qu'on a laissé, les repères rouges qu'on a laissés sur le côté, la texture va s'ajuster parfaitement. Hein, s'il n'y avait pas les petits repères rouges, ça ne marcherait pas. Bon, on va se remettre en UVW, hein, en mapping UVW, qui est la cartographie de projection de la texture sur les polygones. Et on va maintenant, alors pareil, on redonne le nom, hein, je redonne un nom correct aussi à l'objet. Et on peut déjà, dans cet état-là, vous pourriez l'exporter en FBX. Hein. Alors, mais on ne va pas faire ça. On ne va pas tout de suite l'exporter à partir de l'objet dynamique, en fait, puisque là, actuellement, c'est un extrude, on peut encore le modifier, tout simplement parce qu'il faudrait qu'on élimine les repères rouges, hein, qui servent à caler la texture. On pourrait le faire là, mais je vais vous montrer une autre méthode qui est, on va dire, plus officielle, plus courante, c'est-à-dire qu'on va béquer l'objet. C'est-à-dire que là, on conserve celui-là intact, on va le cacher, on va le conserver intact. C'est un objet dynamique qui peut nous servir éventuellement à revenir en arrière sur certaines modifications, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va le béquer, vous voyez, béquer, le cuire comme un cuisinier. Hein, donc c'est dans le menu objet, on choisit Bake. Il me propose un menu où je vais sélectionner, c'est pas forcément nécessaire là, mais c'est utile, l'ambient occlusion et les normales dans les textures. On va augmenter le super sampling, c'est-à-dire la précision du bec à 1. On va lui faire une taille de 4096 sur 4096 sur la texture, donc c'est une grande taille, hein, sachant que Unity la réduira à 1028 sur 1028 après. Et on va l'enregistrer en PNG, qui est un bon format. Et là, surtout, il faut la sauvegarder, lui dire de la sauvegarder dans le dossier. Alors, je vous conseille de la sauvegarder dans un dossier texte, s'il n'a pas déjà été créé par Cinema 4D, dans un dossier texte en sous-arborescence, en enfant du dossier principal du projet. Là, vous faites, donc une fois qu'on a réglé tous ces éléments-là, hein, on s'assure que tout est bon, on va lancer le calcul du bec. C'est-à-dire qu'en fait, il va fabriquer ce qu'on appelle une texture atlas, c'est-à-dire en fait, il va décomposer de façon relativement arbitraire la cartographie UVW en éparpillant un peu toutes les faces de l'objet, hein, toutes les facettes de l'objet, tous les polygones, tous les groupes de polygones de l'objet, sur une logique qui est toujours un peu discutable, qui pourrait être optimisée si on le faisait manuellement, mais bon, c'est exploitable, c'est largement exploitable. Ça, par exemple, le bec, hein, la transformation de la texture dynamique je dirais, à béquer, hein, à figer comme ça en texture atlas, c'est quelque chose qui certainement sera optimisé dans les années à venir grâce aux intelligences artificielles. Donc là, vous voyez, hein, le calcul du bec est assez long. Donc on voit qu'il est en train d'éparpiller, de décomposer votre texture, hein, le dessin que vous avez fabriqué, qui était en une seule facette. Il va le décomposer et éparpiller en fonction des volumes, des polygones, éparpiller les images, la texture, la décomposer en petits morceaux de texture qui sont synchrones, qui correspondent à la cartographie du maillage de l'objet. Donc ce qu'on appelle l'UVW map. Donc une fois qu'il a fini le calcul,
l'objet, voilà, il va cacher, vous voyez, il a dissimulé l'objet original, l'objet dynamique, hein, qui est l'extrude, pour fabriquer un autre objet au-dessus, que vous voyez AVI tribal, là, au-dessus, qui n'est plus un objet dynamique, c'est un objet maillé. Vous voyez, vous avez l'icône, le petit triangle, ça veut dire que c'est un objet maillé. Qu'on peut sortir, d'ailleurs, pareil, on peut le virer de son conteneur, hein, de l'AVI, de l'objet neutre, pour l'avoir, on va dire, pur et dur. Hein. Donc il s'appelle toujours AVI tribal. Il a le bec a généré des sélections de polygones. Quand je clique dessus, vous voyez, il a séparé, il indique, enfin par défaut, il indique les différentes faces de polygones qu'il a pu identifier. Et il a fabriqué une cartographie UVW. Vous voyez, c'est le petit icône en haut à droite d'échiquier. Et donc, tout est bien positionné. Alors, c'est le moment qu'on va choisir pour nettoyer notre forme, c'est-à-dire pour enlever les repères. Hein, puisque pour Mixamo, lorsqu'on va le transformer en avatar, les repères vont perturber en fait l'intelligence artificielle de Mixamo qui va faire le rigging. Donc je me mets en mode point, vous voyez, là, pareil pour l'édition. Ici, je me mets en mode point et je vais me mettre aussi en sélection. Je vais prendre l'outil de sélection qui est la petite flèche en haut, voilà. Et puis je vais sélectionner les points hein, de mes repères. Alors, le défaut, c'est que par défaut, le mode de sélection se met en visible only pour les polygones. C'est-à-dire, il ne sélectionne que les objets qui sont visibles, les points visibles. Donc, vous pensez à désactiver, hein, dans ce menu de sélection, vous pensez à désactiver visible only, voilà, de façon à ce que lorsque vous sélectionnez, il sélectionne aussi les points cachés en arrière-plan, de façon à ce que lorsqu'on va les effacer, il n'y ait pas de points qui perdurent intempestivement. Voilà, donc j'ai fait delete, et là voilà, j'ai une forme qui est correcte hein, pour exporter dans Mixamo, pour le rigging. Alors, par contre, dernière opération aussi importante à faire. Alors je vais vous montrer, vous prenez, il y a un personnage qu'on appelle la figure, un objet qu'on appelle la figure, ou je ne sais plus comment il l'appelle en français, dans le menu, vous le trouvez dans le menu, alors dans quel menu il est? Ah oui, il est plus haut, il est dans Mèche primitive, en fait, le personnage. Il est là, mèche primitive. Donc, vous sélectionnez la figure. Alors, on s'aperçoit que la figure, en fait, il faut le savoir, si vous regardez dans ses attributs, par défaut, elle fait 1,80 m. Hein, c'est un petit pantin, voilà, qui sert justement à évaluer les proportions facilement au fait des objets, et donc il vaut mieux toujours exporter, lorsque vous faites un export FBX, de respecter des proportions qui sont correctes. Donc là, comme on sait que le personnage fait 1,80 m, on s'aperçoit que notre AVI, notre petit avatar, n'est pas à la bonne hauteur. Donc ce qu'on va faire, on va faire deux opérations déjà. On constate que non seulement notre petit avatar n'est pas à la bonne hauteur, mais vous voyez, du fait de l'export Illustrator, il est décentré. C'est-à-dire Illustrator prend comme centre de l'image, de l'objet, le bord gauche bas de sa fenêtre de travail. Donc notre avatar, le centre, ses axes, ne sont pas bien centrés. Hein, ces axes sont sur le côté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez voir, vous allez vous mettre en mode de sélection, et surtout, en haut, vous allez choisir de modifier les axes. C'est-à-dire qu'on ne va agir que sur ce qu'on appelle les axes de l'objet, ce qui est comment on pourrait appeler ça, son centre de gravité. Et on va déplacer le centre de gravité de l'objet, hein, ces axes, à un endroit cohérent. Donc pour un personnage, la coutume est que les axes soient centrés, parfaitement centrés, et au pied du personnage. Hein, il faut toujours que les axes soient au pied du personnage. Je vous rappelle que en 3D, l'axe des Z, vous le voyez, c'est le nord. Hein, il doit toujours être vers l'arrière quand vous travaillez, c'est plus pratique au niveau mémotechnique. Donc là, je me suis assuré que j'étais bien centré, et parce que la symétrie est très très importante hein, pour Mixamo, et je me mets au pied du personnage. Là maintenant j'ai désactivé le réglage des axes, ce qui fait que quand je sélectionne les flèches, les contraintes de déplacement, c'est le personnage entier qui est en train de se déplacer, et non plus juste ses axes. Et je peux le centrer soit à la main, soit ici,
hein, dans ses coordonnées, dans ses attributs coordonnées, je tape 0, 0, 0 et il est venu pile se centrer au centre du monde, ce qui est pas mal. Et là, ça va être plus facile pour l'agrandir, hein, puisque là, si je me mets en mode scale, hein, voilà, je me mets en mode scale, et là, si je l'agrandis, il grandit homothétiquement à partir de son centre. Donc là, voilà, je l'ai pile positionné à 1m80, ce qui est assez cohérent. Je peux masquer, en cliquant sur les petits boutons rouges, là, l'objet, la figure, ou voilà, ou l'effacer tout simplement pour ne pas encombrer mon projet. Donc, une fois que le personnage est correct, hein, on peut considérer que là, le personnage peut être exporté en FBX sans générer d'éventuels bugs dans Mixamo. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... Alors, vous voyez, il a créé une texture Atlas, hein, c'est-à-dire il a affecté une texture Atlas à l'objet. Et je peux améliorer d'ailleurs son rendu visuel, parce que par défaut, il est en basse définition. Donc je le mets en... Mais c'est pas nécessaire hein, pour l'exportation, mais je l'ai mis à 2048, de façon à bien la voir dans la fenêtre de travail, à ce que la texture soit jolie dans la fenêtre de travail. Mais ça, c'est juste pour le confort de travail. Je sauve le projet, et surtout, je vais sélectionner mon AVI tribal, hein, qui est béqué maintenant, qui est cuit, et je vais l'exporter en FBX, hein, qui est donc je rappelle les paramètres FBX auxquels que vous devez veiller à respecter. Vous ne exportez que la sélection, hein, parce que sinon il va exporter aussi l'extrude, ce qui va perturber Mixamo. Et puis tous les autres réglages sont bons en général par défaut, mais vous n'oubliez pas dans le bec des matériaux, hein, lorsqu'il va béquer les matériaux à nouveau, qui soient en grande définition texture. 4096 donc est un bon format pour pouvoir imprimer éventuellement. Vous précisez, je vous conseille fortement, donc je répète, d'écrire FBX dans le nom de l'objet, parce que Unity va cacher le suffixe. Et ça aide quand même pour bosser de savoir quel est le format des fichiers sur lesquels vous travaillez. Bon ben voilà, donc là c'est fini, on va passer à la suite. On va maintenant riguer le personnage dans Mixamo de Adobe. Alors riguer, c'est un anglicisme hein, qui vient de la marine, d'ailleurs, c'est lié au gréement en fait. Donc on va faire générer un squelette par le logiciel d'Adobe, ce squelette qui va asservir tous les polygones hein, par magnétisme pour le déplacer, pour le faire bouger. Donc on importe en FBX hein, dans Mixamo. On reprend notre personnage, notre export FBX qu'on vient de faire. Mixamo l'analyse. S'il est correct, il va apparaître assez rapidement une sorte de prototype de modèle qui est complètement correct. Donc on peut passer à l'étape suivante. Et là, l'étape suivante va consister à indiquer à Mixamo où est le menton. Où sont les différentes articulations dont il a besoin. Donc on le positionne, là je lui dis où est le menton, ensuite je vais lui dire où sont les poignets, puis les coudes, voilà, les coudes, ensuite les genoux et le pubis. Voilà. Je choisis deux fingers, hein, la main est un peu simplifiée, donc je choisis de faire un squelette qui n'a que 2 doigts. Et là, Mixamo va commencer le rigging qui peut durer 2 minutes. Comme on a en accéléré, là, ça va aller beaucoup plus vite, voilà. Et il me fait une proposition d'animation. Donc là, je vois que c'est presque parfait. J'ai un bug, hein, vous le voyez, c'est-à-dire j'ai mis les tentacules qui sont sur les joues du personnage trop près des épaules, ce qui fait que le rigging automatique les a reliés, en fait, et c'est pas bien. Donc ça, c'est un défaut, mais ce n'est pas très grave. Et je valide l'opération. Et je vais lui affecter des animations. Hein, c'est-à-dire il y a toute une collection d'animations. Je m'aperçois que mon personnage est beaucoup trop grand, c'est-à-dire que j'ai oublié d'ajuster ses proportions. Bon, c'est pas très grave. Et on va lui affecter une animation qui s'appelle idle. Hein, ce sont les animations quand les personnages sont immobiles, quand ils respirent, hein, quand ils ont un semblant de vie. J'aime bien Happy Idle.
Puis Idle est une animation un petit peu expressive et humoristique qui donne un peu plus de caractère au personnage lorsqu'il est en position d'attente. Mais on peut choisir dans des centaines d'animations possibles sur Mixamo ou en récupérer. D'ailleurs, on peut récupérer d'autres animations, des BVH sur Internet pour animer le personnage. Alors il y a des paramètres qui permettent d'améliorer la position du personnage. En l'occurrence, on peut modifier l'écartement des bras du personnage de façon à ce que les bras ne s'interpénètrent pas avec le corps dans les mouvements. On va télécharger donc notre personnage. On va faire attention de bien choisir non pas de l'exporter en Collada, mais en FBX for Unity, voilà, qui sera compatible donc avec Unity. Tous les autres paramètres sont bons. Donc on fait download et une chose intéressante avec Mixamo, c'est qu'il va nous proposer, il va rajouter en suffixe, en pré-suffixe, le nom de l'animation que le personnage a utilisé, ce qui est aussi très pratique. Et donc on va sauvegarder ce FBX Special Unity sur notre disque dur et on va pouvoir maintenant le réimporter dans Cinema 4D. Dans Unity. Alors on va démarrer le hub de Unity et on va créer dans ce hub un nouveau projet, plutôt dans la version Long Term Support, LTS, à la dernière LTS. On choisit un projet 3D, on lui donne un nom cohérent comme d'habitude et on le sauve dans un endroit adéquat sur le disque dur. Unity va mouliner, il va commencer à créer un modèle un projet 3D. Alors j'utilise plutôt le layout, l'interface 2x3 que l'interface standard, et on va créer un petit monde très très simple, un plateau. Je crée un cube. Ce cube, je lui donne des valeurs qui font que ça devient un sol, à 50 mètres en horizontal et 0,01 mètre en vertical, donc ça fait un grand plateau. Je baisse l'intensité lumineuse de façon à ce que ça soit pas saturé. Par défaut, la lumière principale est un peu excessive. Je bascule sur mon bureau pour aller chercher le fichier, le FBX qu'on a exporté précédemment, et par drag and drop, je le pose dans mon dossier Asset, dans la colonne Asset de mon projet. La colonne Projet correspondant au dossier Asset. Sur mon bureau, et donc là mon objet, mon FBX est bien là, je le prends et en drag and drop je le pose là où je veux sur mon sol. Donc il s'est automatiquement posé au bon endroit, sur le sol, mais on s'aperçoit qu'il n'a pas ces textures. C'est très fréquent que dans les imports FBX dans Unity, Unity perd le chemin vers les textures correspondant au personnage. Donc on va essayer de les trouver. Une chose importante à bien comprendre dans l'ergonomie de Unity, c'est que la colonne centrale, la Project, correspond en fait au dossier Asset sur l'ordinateur. Donc toute modification que je fais, par exemple de créer un nouveau dossier dans mon dossier Asset, va être répercutée sur Unity. Dès que je clique sur Unity, vous voyez le dossier personnage que j'ai créé vient d'être créé, et si je pose mon AVI dans le dossier personnage, voilà, il vient de se repositionner à l'intérieur de l'arborescence dans le dossier projet. Voilà, donc en drag and drop, je le repositionne dans le monde. Il s'est positionné en coordonnées 0, c'est que je m'aperçois que mon sol n'était pas à la bonne hauteur, donc j'ai réajusté la hauteur du sol et la position du personnage. Je sélectionne le FBX dans la colonne projet et je prends dans l'inspecteur, je sélectionne Materials, sont signés Materials, et je fais Extract Texture. Donc il me demande dans quel dossier je le mets dans le dossier personnage, et donc là il vient de m'extraire la texture du personnage, il vient de la poser dans le dossier personnage et il vient de l'affecter automatiquement au matériel par défaut.
Alors c'est pas terrible que ça soit affecté au matériel par défaut, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui créer un nouveau material hein, pour la texture. Donc dans le signet Materials des attributs de mon objet, j'ai cliqué sur Extract Materials et il m'a automatiquement généré un Materials hein, qui a été positionné avec le personnage. On peut modifier les paramètres du material de façon par exemple à rendre la texture lumineuse. Vous sélectionnez Unlit et Unlit Texture et en fait voilà le personnage devient comme un écran vidéo, sa texture devient lumineuse. J'ai positionné le personnage un peu loin de la caméra principale, donc on va rapprocher la caméra principale, la caméra du jeu, du personnage, de façon à ce qu'on ait déjà une visu un peu moins exotique, un peu moins bizarre. Voilà. Dans Unity, les icônes des caméras et des lumières s'appellent des gizmos, et vous pouvez ajuster leur taille de façon à ce qu'ils ne parasitent pas trop votre espace de travail. N'oubliez pas non plus de sauver régulièrement votre scène. Hein, donc vous faites save et en fait la scène par défaut s'appelle Sample Scene et elle est stockée dans les assets dans le dossier scène. Je vais m'occuper d'animer l'avatar et les réglages d'animation sont dans le signet rig des paramètres de l'avatar, de l'objet. Alors par défaut il était en générique. Et on voit que dans le signet animation, il a une animation qui s'appelle Happy Idle, que vous voyez là associée au FBX. Hein. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans le menu Rig, on va le passer en mode humanoïde. Hein. Alors vous pourriez le mettre en Legacy, mais c'est humanoïde qui nous intéresse. Et vous allez faire Apply. Hein, c'est-à-dire qu'il faut faire un apply, et là il va se passer un changement de configuration. Vous voyez justement il y a le menu configure ici qui vient d'être activé. Donc en cliquant sur configure, on va voir apparaître le rigging, justement les os, hein, tout le squelette qui a été mis en place par Mixamo, et tout est vert. Donc quand tout est vert, c'est que le rigging est correct pour Cinema 4D, ce qui est normal. Hein. Vous voyez tous les bones qui ont été insérés par Mixamo. Comme son rigging est correct, eh bien on va le valider en cliquant sur Done en bas de la fenêtre. Hein. Donc maintenant il est devenu humanoïde comme modèle, et vous voyez dans son... Voilà, ici, il a créé un petit icône d'avatar en bas, un petit personnage, qui veut dire que c'est devenu un humanoïde. Et si vous cliquez sur le petit icône humanoïde, vous avez accès à nouveau au menu d'ajustement des bones et de ses paramètres d'articulation. Je vais maintenant activer le système de contrôle de l'animation du personnage en créant un animator contrôleur, hein, qui est le système assez sophistiqué qu'a mis au point Unity pour gérer les animations de personnages dans le logiciel. Avec l'Animation Controller, je vais pouvoir affecter à mon avatar toute une série de séquences, hein, de séquences d'animation, de comportements, de gestes, en rapport avec les actions que je veux lui voir jouer dans le métaverse. En cliquant 2 fois sur l'Animation Controller ainsi créé, on va ouvrir une nouvelle fenêtre, qui est la fenêtre de l'animator, qui est pré-remplie avec 2 fenêtres, dont Entry qui est importante, et on va aller poser dans cette fenêtre l'animation, hein, Happy Idle, hein, l'animation qui est associée à notre avatar, et on va automatiquement avoir une connexion entre l'entrée et Happy Idle. Ce qui fait que maintenant, si je positionne, alors vous voyez ici quand vous sélectionnez l'avatar dans le monde, il a un signet qui demande à être rempli par le contrôleur d'animation. Donc je vais lui affecter à ce signet le contrôleur d'animation que nous avons juste créé à l'instant. Voilà. Et je le prends, je le pose dans son signet, et donc je viens d'affecter cette animation à l'avatar. Si je fais play, il va la jouer, mais il ne va la jouer qu'une seule fois.
hein, c'est-à-dire parce que on va devoir lui mettre en place des boucles, hein, des séquences cohérentes. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais copier, en l'occurrence Happy Idle, hein, je vais faire une copie de l'animation Happy Idle, que je vais positionner juste en dessous, et je vais la connecter avec la première animation. Donc je fais un make transition, voilà, c'est ça, une petite flèche apparaît, je la connecte sur Happy Idle et je refais une transition dans le sens inverse, de façon à créer une boucle d'animation. Donc là vous allez voir, lorsque je vais faire play, voilà, il va jouer le personnage, j'ai créé une boucle où le personnage répète la même gesture, la même animation indéfiniment. Alors bien sûr, je pourrais faire des scénarios comportementaux beaucoup plus complexes, hein, en important d'autres animations et en les mettant, en les alignant, en les connectant dans cette espèce de séquence d'animation dans l'animation controller. Alors par exemple, pour créer une séquence, on va par exemple récupérer l'animation du FBX Ninja, hein, le mouvement de Ninja. On le convertit de générique en humanoïde, hein, il faut bien vérifier qu'on l'a bien converti en humanoïde, sinon l'avatar va s'enfoncer dans le sol. Donc on fait toutes les opérations de validation du squelette, hein, et on le valide. À ce moment-là, on peut récupérer son animation, hein, Ninja Idle, hein, qui sera compatible avec l'animateur. Voilà, donc on clique 2 fois sur l'animateur, on prend l'arborescence, on va mettre en premier, alors on va aller chercher en premier l'animation Happy Idle, voilà, donc l'animation Happy Idle est juste là, on la met dans l'arborescence. Elle est automatiquement linkée tout de suite après le démarrage de l'animation en entrée. Je fais un peu de ménage pour que ça soit bien lisible. Voilà. Et puis on va aller chercher en seconde animation, on va aller chercher l'autre animation de Mixamo qu'on a chargé sur le même avatar, qui est Ninja, les mouvements de combattants ninja. Donc on la met en seconde animation. On fait une transition depuis Happy Idle dessus, et puis on va rajouter, on va revenir à une position de repos, donc Idle, Happy Idle à nouveau. Voilà. On fait une transition de Ninja Idle à Happy Idle, et puis on va terminer avec un autre Happy Idle, cette séquence, ou plutôt non, on va même rajouter un Ninja Idle. Je pense que de terminer sur un mouvement de ninja, ça peut être assez amusant. Donc je récupère l'animation Ninja Idle et voilà, on va la décaler un peu à gauche pour faire passer la transition, hein. Voilà. Je fais une transition vers Ninja Idle et surtout de Ninja Idle de façon à ce que ça boucle. Je reviens à la première animation qui est Happy Idle du début. À partir de ce moment-là, je vais vérifier. On va lancer l'animation. Je vais vérifier que dans l'animation controller, voilà, je vais bien m'assurer que on va l'upgrader au cas où. Voilà, je vais upgrader l'animation controller dans le signet du personnage. Hein, voilà, et normalement maintenant, si je fais play, hein, si je lance l'animation, on devrait voir, voilà, ça marche. On passe par Happy Idle. On arrive dans Ninja Idle, là on passe à Happy Idle, Ninja Idle, voilà, et ça revient, ça reboucle sur Happy Idle au début. Donc ça fonctionne. On va le regarder on va dire en grand écran, faire cette succession de mouvements. Et voilà, merci de votre attention, et puis à bientôt.